Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel atelier. On est toujours sur la première édition du Salon TechScare France. Nous sommes la deuxième journée et nous allons parler intelligence artificielle. Et en particulier intelligence artificielle en blanchisserie industrielle. Pour nous accompagner sur cet atelier, Rémi Hurier, que je vais demander de se présenter brièvement. Bonjour à tous, je suis Rémi Hurier, je travaille pour un groupe qui s'appelle le groupe ABS. Nous sommes éditeurs intégrateurs, alors on va dire modestement, du seul ERP de blanchisserie industrielle au monde. J'ai la responsabilité de la Business Région 1, c'est-à-dire l'Europe du Sud. Voilà, j'aurai grand plaisir à échanger avec Sandra au sujet de ce sujet extrêmement passionnant. On est d'accord parce qu'on pourrait en parler pendant des heures en vérité. Mais nous n'avons que 30 minutes et donc 10 minutes ensuite de questions-réponses avec la salle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui anime le marché depuis quelques temps maintenant déjà, qui amène un lot de changements. Mais je pense que c'est important de commencer par définir de quoi on parle exactement. On parle d'intelligence artificielle, on parle de transformation digitale, on parle de transformation numérique. Rémi, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de poser quelques bases rapidement. Alors, effectivement, on pourrait parler des heures parce que l'actualité est très riche dans ce domaine. La technologie nous envahit. Mais j'ai trouvé intéressant de mettre un focus sur ce dont on parle, notamment la transformation digitale, la transformation numérique et ensuite, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Parce que même si ça paraît maintenant du langage courant, et je vous assure que cette présentation n'a pas été préparée par ChatGPT, j'en suis le seul auteur. Et c'est important de poser les bons mots. La transformation digitale, tout d'abord, c'est le déploiement de tous les outils informatiques dans l'entreprise, quelle que soit l'activité. Vous pouvez être blanchisseur industriel, indépendant, dans un grand groupe, même un pressing indépendant, vous êtes concerné par la transformation digitale. Vous mettez de l'informatique, des outils informatiques, des flux numériques dans votre entreprise. Et ça s'applique à toute notre société et tout le monde qui nous entoure. La transformation numérique, c'est une des conséquences, pour simplifier, de cette transformation digitale. Comment je vais intégrer le numérique dans mon offre ? Comment je vais créer des nouveaux services ? Comment je vais aller au-delà de ça en tirant profit de cette transformation ? Et ensuite, l'intelligence artificielle. Alors, c'est une histoire ancienne, l'intelligence artificielle, mais on peut la mettre en parallèle avec le développement exponentiel des capacités informatiques. Il y a plusieurs approches. On ne va pas faire tout un cours d'histoire de l'intelligence artificielle, mais de ces dernières 60 années, il y a plusieurs approches qui sont succédées en fonction de concepts qu'on a essayé d'appliquer pour, au final, simuler l'intelligence animale ou humaine. La complexité de notre cerveau est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en matière de complexité informatique, mais on a des capacités phénoménales de développement informatique et de calcul qui permettent de se rapprocher au plus près avec des nouvelles approches, avec ces systèmes de deep learning, en passant par des réseaux neuronaux. On est passé par des systèmes experts dans le passé. On pensait pouvoir, par exemple, lister toute une suite de règles dans un système pour qu'il les applique. Je vais vous faire un raccourci très très court sur la partie automobile. Tesla, au départ, avait imaginé son autopilote avec un système expert qui connaissait tout le code de la route. Et puis des capteurs qui permettaient d'interagir pour pouvoir, au fur et à mesure, faire comme nous le faisons en tant que conducteurs, prendre des bonnes décisions, appliquer les règles qu'on avait apprises à l'auto-école. Et puis est arrivée l'intelligence artificielle assez récemment dans l'histoire de Tesla. Et ils ont appris en fonction de millions de données qui sont produites par les véhicules qui sont déployés, c'est-à-dire des comportements de conducteurs, des images, des situations qui sont analysées par ces systèmes extrêmement sophistiqués qui font que rapidement, cette nouvelle méthodologie a permis d'améliorer grandement la capacité de l'autopilote chez Tesla. Ça veut dire qu'on passe par une approche complètement différente. On apprend à des machines extrêmement sophistiquées avec des capacités de stockage et de calcul phénoménales. On apprend les situations et les comportements. C'est complètement nouveau. Ça veut dire que là, on se rapproche des démarches de l'intelligence humaine. Et la grande question aujourd'hui, on ne va pas y répondre aujourd'hui, mais la grande question aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, compte tenu du déploiement exponentiel des capacités informatiques, ces systèmes-là vont dépasser l'intelligence humaine. Ce n'est plus en capacité de traitement, ce n'est plus en simultanéité du traitement des informations, c'est dans la capacité de raisonner. Et là, ça devient un petit peu inquiétant si on est pessimiste, mais ça devient passionnant si on s'intéresse à ces sujets.
Donc on va avoir rapidement, et on a déjà probablement sur certains domaines, des machines qui sont plus intelligentes que les meilleurs des êtres humains. Donc on peut parler de révolution. On peut parler de révolution. Alors, premièrement, c'est que la blanchisserie industrielle, désolé de vous dire ça, mais c'est une industrie. Je sais qu'on s'intéresse au pressing, on s'intéresse aux blanchisseries de taille plus modeste ou aux grands groupes, mais la blanchisserie industrielle s'inscrit dans l'évolution de l'industrie depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, la fameuse 4e révolution. Je vous passe les détails des étapes intermédiaires, mais aujourd'hui, on a des machines, l'industrie 4.0, c'est quoi? C'est des machines interconnectées qui ont plus d'autonomie de décision et qui sont capables de supporter certains comportements qui vont assister les industriels que nous sommes et aller, on l'espère, de plus en plus au-delà de nos attentes. Donc la blanchisserie, le digital dans la blanchisserie, quel système pour quelles données? Parce que là, on parle de l'industrie d'une façon générale. Ce qui nous intéresse, c'est bien la blanchisserie. Alors, je vous ai reproduit là sur cet écran ce qu'on appelle la pyramide du CIM et on va révéler le secret de la pyramide. Il y a des gens qui travaillent depuis des siècles sur les secrets des pyramides. Et là, je vais peut-être vous révéler un secret d'une pyramide que vous connaissez déjà peut-être. Cette pyramide, elle a à sa base le plus bas niveau, on va dire les équipements, les machines. Ensuite, on a un niveau supérieur qui est le niveau des PLC, SCADA, c'est-à-dire des systèmes d'acquisition de données et de supervision de ces équipements. Alors, ce modèle-là, il est applicable à toutes les industries. J'ai mis le focus avec des noms que vous connaissez dans nos métiers, mais sachez que si vous êtes dans l'automobile, si vous êtes dans la pharma, si vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes confronté à cette réalité industrielle. Soit dit en passant, qui commence à être remise en cause sur des modèles encore plus sophistiqués, mais on a déjà une bonne base et je ne suis pas sûr que tous les industriels de la blanchisserie aujourd'hui travaillent avec ces modèles-là. Le niveau supérieur, c'est tout ce qui est le niveau du management et la partie exécution du management, les systèmes MES. Et puis, alors je ne dis pas ça parce que je suis de ce monde-là des ERP, mais le top du top de cette pyramide, c'est l'ERP, c'est-à-dire l'intégration des données. Alors, on va reprendre point par point, si vous voulez bien, les différents acteurs et ce que chacun fait dans ce domaine. Alors, ce n'est pas exhaustif, bien entendu. J'espère que mes petits copains qui ne sont pas cités là m'en voudront pas trop. Mais ça donne une bonne idée pour qu'on aille au plus vite. Au niveau des machines, bien entendu, tous les équipements progressent rapidement avec des productivités améliorées, une meilleure gestion, une meilleure capacité. On viendra aussi sur la question de la maintenance et des performances améliorées globalement. Les systèmes de supervision aujourd'hui, il y a des acteurs spécialisés ou alors des grands constructeurs comme Jensen ou Cannae-Gisser qui développent leur propre offre dans ce domaine-là. C'est quoi? C'est une couche supérieure qui permet d'interfacer les machines et d'avoir un niveau supérieur d'acquisition de données et de contrôle de ces données. Alors, on peut citer par exemple Cannae-Gisser E-Tech, la partie E-Tech de Cannae-Gisser. Il y a GenOS qui est la couche supervision de Jensen. Il y a Milnor aussi qui a développé un concept qui s'appelle Mildata. Enfin, pour en citer, il y a énormément de capacités, quel que soit le fournisseur. Le niveau au-dessus, là, l'offre se raréfie un petit peu parce que c'est somme toute assez récent. Donc, c'est lié à l'industrie 4.0. Il y a différents acteurs qui ont commencé à développer des couches logicielles avec des outils qui permettent d'avoir une vision très très transversale et qui intègrent même les opérateurs, la gestion du personnel, la gestion des temps. Pourquoi? Pour obtenir des super taux de rendement synthétique sur les équipements, pour avoir un meilleur ciblage aussi de quel poste, quelle personne mettre sur un poste. Donc ces couches intermédiaires, il y a un acteur français significatif qui est Sodilec dans ce domaine, il y a un acteur suisse dans le giron de Jensen et d'ABS qui s'appelle Gottlieb Labs. Il y a une autre entreprise française, je ne sais pas s'ils sont là, mais qui s'appelle Autroprog, qui se positionne sur ces secteurs-là. Et Cannae-Gisser développe aussi son concept de Smart Laundry. Donc c'est cette couche transversale qui va au-delà de la réponse d'un fournisseur aux équipements et qui permet donc d'aller encore plus loin dans l'intégration des systèmes. La seule contrainte qu'on pourrait voir, c'est l'intégration avec les systèmes tiers. Parce que chacun essaye souvent d'avoir sa propre solution propriétaire. Et il y a une vraie question qui se pose sur l'intégration des systèmes tiers et des constructeurs de machines alternatives ou alors le rétrofit de machines plus anciennes pour des questions d'automatisme, pour des questions de connectivité. Il y a tout un tas d'équipements qui sont difficiles à interconnecter, mais il y a des solutions qui sont très très abordables et qui permettent d'avoir pas un degré 0, mais un degré 1, on va dire, d'interaction avec les systèmes de gestion. Il peut y avoir des problèmes de compatibilité alors?
Il y a des problèmes de compatibilité, mais on est là pour les résoudre. Donc on a une chance inouïe, c'est qu'on a des outils extraordinaires au niveau hardware, soft, qui existent pour l'intégration. Et vous savez, on peut, pour une machine qui a 50 ans, on pourrait mettre un petit boîtier comme celui-là, qui permet d'avoir des contacts secs, qui permet d'avoir une connectivité Wi-Fi, qui permet d'avoir tout un tas de choses d'échange avec des serveurs externes, qui nous permet déjà de capter beaucoup d'informations. Et puis, le fameux sommet de notre pyramide, c'est le RP. Alors, on va citer les grands noms de l'industrie que peuvent être SAP ou alors Microsoft Dynamics, pour citer les plus grands. Dans notre domaine de la blanchisserie, malheureusement, je dis, on n'est pas très nombreux, donc on peut citer ABS avec Absolute. Mais là, on intègre toutes les opérations du monde de la blanchisserie. Ça va des achats, de la gestion des stocks, de la gestion des tournées, toute la mécanique très spécifique à la location entretien du linge, la gestion des contrats spécifiques, les modes de facturation et toute l'interaction avec le process dans l'usine. Donc, quelles applications concrètes en blanchisserie? Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et si on revient à notre thématique d'origine, est-ce qu'il y a déjà de l'intelligence artificielle dans tout ça? Alors, premièrement, il y a beaucoup d'informatique déjà à tous les niveaux. Il ne suffit pas d'être un grand groupe pour en bénéficier, parce que même un blanchisseur indépendant, aujourd'hui, a accès à une gamme d'équipements qui est déjà extrêmement performante et extrêmement interconnectée. Ça va poser d'autres questions qu'on verra ensuite. Mais dans un plan standard de blanchisserie, là vous voyez une blanchisserie standard, vous avez déjà de l'intelligence artificielle qui est intégrée à certains systèmes. Alors on peut citer par exemple des systèmes de tri automatique d'Invatec par exemple. Hein. Je n'ai pas d'intérêt à citer les confrères ou les acteurs, mais ça vous donnera des indications, puis je vous invite à aller chercher un peu d'informations. Vous avez une entreprise extraordinaire aujourd'hui qui est dans le giron de Jensen, qui s'appelle Invatec, qui a développé un système de robotique et qui permet de trier du linge en zone sale. Deux points importants, hormis l'automatisation. Le premier, c'est qu'ils ont développé une intelligence artificielle et ils ont un système qui s'améliore en permanence sur l'analyse par rayon X du contenu du vêtement, notamment de vêtements de travail hospitaliers, pour vérifier ce qu'il y a dans les poches, par exemple, pour éviter que vous ayez un marqueur ou un téléphone portable qui se retrouve dans un tunnel de lavage. Alors le système doit discriminer ce qui est normal de voir en transparence, c'est-à-dire une pression ou alors une fermeture éclair, mais saura au fur et à mesure aller s'améliorer et à détecter des stylos, un jeu de clés, un téléphone. Donc on va dire que la machine, quand on l'installe, elle a déjà une certaine base de connaissances. Comme ils ont un certain succès depuis quelques années, ils ont quand même une base installée assez large maintenant, donc le système ne commence pas à zéro, mais au fur et à mesure, il va affiner son analyse. On est en reconnaissance visuelle sur des images CCD, et au fur et à mesure, il va s'améliorer en permanence. Quand il ne sait pas, il va le dire à l'opérateur, c'est l'opérateur qui va qualifier, et la fois d'après, bien entendu, la leçon sera retenue, et ça permet d'améliorer grandement le tri et la performance de cet équipement. De la même façon, ils utilisent aussi une intelligence artificielle pour améliorer la connaissance et la perception de la qualité de l'article. Alors c'est valable pour des vêtements, mais aussi pour des draps, par exemple, par couleur, par transparence, par état de matière. Donc là aussi, il y a un système qui s'améliore en permanence. Donc là, on a déjà un degré assez élevé, et je fais confiance à nos petits camarades de chez Invatec. Il y a une bande d'ingénieurs assez incroyable qui développe ça en permanence. Ensuite, on a des systèmes d'amélioration de la gestion de la maintenance, par exemple, qui vont permettre aussi de détecter des comportements et de mutualiser. Alors ça, on peut mettre un petit peu le focus parce qu'il va falloir être prêt de plus en plus à accepter que les machines discutent avec leur constructeur, parce que le constructeur va devoir mutualiser toutes les informations pour détecter des comportements. Ça, c'est quelque chose, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite d'être ouvert à l'extérieur, ça nécessite des infrastructures de serveurs et d'accepter le principe qui est des données. Alors, il y a des cadres à fixer, bien entendu. Il faut que ces données soient anonymisées et soient purement confidentielles. Hors de question d'aller partager des noms de clients ou des choses confidentielles relatives à votre entreprise. Mais les machines vont être, et sont déjà pour certains, en communication avec un serveur central et partagent leur comportement. C'est-à-dire qu'il y a des détections d'erreurs à un certain moment, il y a des actions qui sont requises par l'opérateur pour redémarrer la machine, il y a des arrêts maintenance programmés ou malheureusement curatives qui sont indispensables parce qu'il y a un composant qui lâche ou il y a une maintenance à faire en urgence.
Donc ces systèmes-là vont de plus en plus intégrer ces données et déterminer des comportements et au fur et à mesure s'affiner. Et c'est le système qui va vous prévenir en disant attention, statistiquement, ce qui se passe chez vous, ça aboutit à une panne à tel endroit dans un avenir plus ou moins proche. Donc on va être dans une relation complètement différente. Alors certains peuvent voir la dépendance, mais considérer que votre objectif, c'est d'avoir un taux de rendement synthétique le plus élevé, c'est-à-dire des équipements qui fonctionnent et qui performent le mieux possible. Alors ce n'est pas seulement les équipements, c'est toute l'intégration de vos process. Mais clairement, ça va changer la relation et ça va permettre. Moi, je trouve, je ne vous citerai pas la marque, mais j'ai une voiture qui prend rendez-vous au garage. Donc c'est déjà un début. Alors, la limite, je fais ça pour l'anecdote, mais ma voiture prend rendez-vous parce qu'elle sait que dans 800 km, il va y avoir une maintenance nécessaire, sauf que le garage n'a pas la capacité, donc finalement, j'ai fait la révision 5000 km plus tard. Bon, ça, c'était pour vous montrer un peu la limite, c'est que tout le monde n'est pas prêt. Mais la voiture, en tant que telle, elle a pris son rendez-vous, elle a su qu'elle était en fin d'un cycle des huiles long life, machin, et ses capteurs lui ont dit que ça serait peut-être bien d'aller faire une maintenance préventive. De l'intelligence artificielle, on en a aussi de plus en plus dans la partie logistique pour retraiter bien sûr toutes les tournées et puis d'améliorer en permanence en fonction des conditions de circulation, en fonction des normes de conduite, en fonction des contraintes que vous pouvez avoir géographiques, en fonction du mapping de vos clients, d'être en capacité de répondre et d'améliorer en permanence le routage de vos livraisons. Donc ça, vous ne le faites pas tous les 4 matins, mais les systèmes vont le faire de plus en plus de façon dynamique. Il y a un autre domaine qui m'est cher, c'est dans le service client. On va prendre en compte, alors là c'est l'éditeur de l'ERP qui vous parle, c'est que de plus en plus, la vraie question c'est de disposer d'un article textile en temps et en heure pour pouvoir le livrer en fonction du besoin du client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir moins, mais il ne faut pas en avoir trop parce que ça coûte cher à tout le monde. Donc l'idée, c'est d'affiner aussi ces modèles. Alors, on a des outils de business intelligence qui sont capables maintenant de faire c'est un bon début, qui sont capables de faire des projections par rapport à date, par rapport à des comportements et déjà des statistiques qu'on avait cumulées ces dernières semaines, derniers mois, dernières années. Là, on a des outils Oracle Analytics qui sont très, très prometteurs pour ça et qui nous permettent de nous projeter. Donc, ça veut dire suggérer aux clients de dire, voilà, on analyse. Alors, c'est le bon sens que tout bon gestionnaire d'entreprise devrait avoir, mais là, vous avez un outil informatique qui est beaucoup plus fin et puis qui le fait à votre place. Et aussi, les enjeux, ça va être quoi, notamment dans la blanchisserie et la location pour l'hôtellerie. Hein, c'était le sujet que vous aviez tout à l'heure. Tout à fait. C'est aussi de tenir compte des comportements globaux. Alors, j'avais rencontré il y a quelques années des Américains qui travaillaient là-dessus du côté d'Orlando. Ils commençaient déjà à intégrer des données de météo, de calendrier des fêtes, pour déterminer les grands week-ends, les ponts et les événements particuliers. La partie événementielle, on peut imaginer que quand on a un événement ici, Porte de Versailles, forcément, il y aura un afflux supérieur pour telle et telle raison en fonction de l'hôtellerie et tout un tas de choses. Et puis de tenir compte aussi, là, le grand enjeu, ça va être de tirer profit des plateformes de réservation. Parce que les plateformes de réservation, premièrement, ont des moyens considérables que nous n'avons pas. Deuxièmement, elles ont des millions, voire des milliards de données qui peuvent être intéressantes. Et notamment d'être en capacité toujours d'anticiper et de dire « Monsieur le client, au lieu d'attendre votre commande, je ne l'ai pas illustré là, mais je peux vous décrire la scène. J'ai un système avec de la business intelligence pour de l'hôtellerie chez un de mes clients. Et l'enjeu maintenant, c'est le service client chaque semaine peut appeler son interlocuteur chez le client pour l'inviter, je ne veux pas dire le forcer, ce serait prétentieux, l'inviter à aplatir des lignes de passation de commande de linge. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fluctuations énormes qui sont uniquement basées sur des comportements humains, c'est-à-dire qu'il y a un grand week-end, alors dans la santé, c'est ce qui se passe souvent. Il y a un grand week-end, j'ai la trouille parce que la blanchisserie ne va pas me livrer mon linge. Et je ne veux surtout pas prendre le risque de ne pas avoir de linge. Qu'est-ce que je fais ? Je surcommande. Ça, c'est le cas le plus typique. Blanchisserie hospitalière, vous voyez ça, 9 cas sur 10. Dans l'hôtellerie, on voit, c'est rigolo parce qu'on a des comportements qui se reportent d'un hôtel à l'autre, à peu près similaires. C'est qu'il y a des fluctuations énormes. Pourquoi ? Parce que la personne en charge du linge n'est pas en permanence focalisée sur les besoins de linge. Donc il y a des pics de commandes parce qu'elle s'en occupe ou elle ne s'en occupe pas. Et puis il y a aussi la question des longs week-ends et puis des taux d'occupation qui impactent les besoins de linge. Donc par sécurité,
Alors ça revient aussi à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais force est de constater, si je n'ai pas un partenaire fiable et si je tends le dos à chaque fois de ne pas avoir assez de linge ou alors d'hurler au téléphone pour me faire livrer en catastrophe du linge que je n'ai pas, forcément, ça implique certains comportements. L'idée, c'est quoi? C'est d'aplatir ces courbes pour que le flux soit plus régulier, aussi bien pour le loueur, le blanchisseur, que pour le client. Et l'étape suivante qui sera alimentée par l'intelligence artificielle et l'intégration de données tierces, ce sera la prise en compte très en amont des taux d'occupation qui sont détenus aujourd'hui par les plateformes de réservation hôtelière. Donc là, il y a des enjeux intéressants parce que c'est un système qui est vertueux. On va tirer profit de ces comportements des individus que nous sommes. Les industriels pourront tirer profit de ça. Alors, je pense, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être fait incessamment sous peu. Je pense que nos camarades de chez Hotel.com ou de Booking y ont déjà pensé depuis très très longtemps et ont des offres packagées pour nous vendre ces données très très chères. Mais ce sera intéressant de commencer à creuser de ce côté-là et d'être capable d'augmenter la capacité de suggestion qu'on peut avoir de l'intégration de ces données des systèmes tiers. Ok, donc concrètement, on a tout un tas de données qu'on peut analyser, traiter dans tous les sens. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers des unités de production de plus en plus digitalisées? Alors, tout ce qu'on dit là, ça peut paraître une vérité de la palisse, mais oui, il y a du digital partout, partout, partout. Et le digital, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que le digital, en tant qu'individu, dépasse le digital qui est présent chez les industriels. C'est-à-dire que l'expérience Amazon que tout le monde a aujourd'hui dans cette pièce, c'est l'expérience ultime qu'on va devoir fournir à nos clients et aux clients hôteliers. C'est quoi? C'est du suivi en temps réel, c'est des comportements, des décisions alternatives. Je ne peux pas livrer, je constate que je ne peux pas livrer à l'endroit donné, à l'heure donnée. Qu'est-ce que je fais? J'envoie une notification en temps réel à mon client, j'envoie éventuellement une photo pour dire, ben voilà, la porte est fermée, il est 5h43 du matin, la porte est fermée, je ne peux pas livrer, j'ai bien fait mon boulot, mais là je ne peux pas. Monsieur le client, regardez, j'ai fait le maximum, alors j'ai posé vos chariots de linge dans la porte B au lieu de la porte A. Ça, c'est ce qu'on vit tous les jours avec Amazon. Si on me livre un colis que je ne suis pas là, j'ai la photo sur mon téléphone. Alors, en Allemagne, ça ne doit pas être différent de la France. J'ai la photo de mon colis sur le paillasson de ma voisine. Donc ça, c'est l'expérience qu'on a comme individu qui va se reporter dans l'exigence qu'on peut avoir comme client d'un industriel. Donc ça, c'est évident qu'on est en plein dedans. De la même façon, le développement des équipements, la connectivité des équipements nous impose maintenant de traiter ces données. Et le gap va être de plus en plus important entre les gens qui comprennent ça, l'intègrent et investissent. On va venir pour terminer après aux enjeux et ce que ça signifie, parce qu'il y a une vraie fracture numérique qui est en train de s'opérer. Pourquoi? C'est une question de moyens, c'est une question de taille. Donc ça, j'aimerais bien qu'on mette un petit peu le focus là-dessus. De plus en plus, on va devoir tenir compte de ça et on va devoir aussi être face à des nouvelles générations qui ont cette culture informatique et culture du service digital. Donc c'est plus seulement de livrer du linge en temps et en heure, mais ça va être aussi de livrer plus que ça, des données. Alors on reprend l'hôtellerie parce que c'est un sujet qui bouge beaucoup. Le manager d'un hôtel, il ne veut pas trop savoir si le linge est blanc, s'il est propre. Bien sûr, ça c'est le standard qui est requis. Par contre, il veut avoir du linge en temps et en heure, et il veut surtout avoir de la donnée qui va s'intégrer dans ses propres tableaux de bord. Donc l'interaction avec les systèmes tiers va être clé. Et quand on parle de ça, on parle d'informatique. Et quand on parle d'informatique, il faut un certain niveau de compétence ou les bons partenaires pour le gérer. Et ça change complètement la donne parce que la blanchisserie industrielle, et c'est sans être critique, moi j'ai beaucoup de respect pour tous les parcours industriels des gens qu'on connaît, de nos clients. Pendant 20 ou 30 ans, ça a été basé sur des flux physiques. Je reçois du sale, même si les équipements sont de plus en plus sophistiqués, mais le flux de l'organisation de la production et la qualité du service et la capacité à répondre aux clients reposaient essentiellement sur des flux physiques. J'ai un chariot qui rentre au sale, mon chariot sale, il doit sortir au propre. Il est rentré le mardi, je dois le livrer le mercredi ou le jeudi en fonction de mes schémas logistiques. C'était basé sur ces formats-là. Il y a encore énormément de blanchisseries très très respectables aujourd'hui, qui ont des chiffres intéressants et qui produisent de bonnes performances, qui sont encore basés sur des systèmes très peu sophistiqués, on va dire.
Alors, il y a une fracture qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs qui ont des moyens beaucoup plus importants. On peut citer les grands groupes, mais des blanchisseurs indépendants qui investissent beaucoup d'argent dans ces domaines-là. Et cette différence va se faire de plus en plus. Alors, on peut opposer l'internalisation à l'externalisation, mais si on considère que l'externalisation, compte tenu de ce qu'on vient de dire, est inéluctable, on ne va pas refaire le débat de tout à l'heure, il y a des enjeux considérables et il faut vite sauter dans ce train-là si les blanchisseurs industriels ne l'ont pas fait. Et ne pas penser que la montée en gamme des équipements et l'intégration ne posent pas ces problèmes-là qui sont clés. Et là, heureusement, mais c'est une question de génération aussi. Il y a des nouvelles générations qui poussent, qui ont cette culture-là et qui ne veulent pas forcément retourner la table, mais moi je connais des fils de propriétaires de blanchisserie qui arrivent et qui disent on ne peut plus faire ce que mon père a fait pendant 20 ans ou 30 ans, ou que mon grand-père faisait, ça c'est évident. Maintenant c'est le digital, alors, la communication c'est évident, il faut être en ligne, il faut communiquer au maximum, mais surtout c'est l'intégration de ce digital dans le quotidien et aller au-delà et en créant de nouveaux services autour de ça. Donc quels sont les défis à relever ? Ils sont énormes. Alors, moi, je ne veux pas paraître pessimiste, parce que c'est ce qui me motive tous les jours, mais fort de ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a une question de la vision du métier qui se pose. Clairement, il faut arriver à essentialiser, comprendre ce que l'on fait. Alors, si je dis ça, c'est parce que trop souvent, j'ai face à moi, encore une fois, des industriels tout à fait respectables, mais qui ont du mal de comprendre ce qu'ils font depuis 20 ans. Ils sont poussés, bien entendu, par les investissements industriels. Ils sont poussés par une course au toujours plus grand et d'avoir des boîtes qui sont souvent assez profitables. Mais clairement, il faut qu'on ait un petit peu une longueur d'avance et qu'on se pose la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quel sera mon métier dans 5 ou 10 ans? Et croyez-moi bien, les plus grands groupes aujourd'hui ont résolu ces questions et ont des visions très très claires. Ça nécessite une certaine taille. Malheureusement, heureusement, c'est comme ça dans tous les domaines. Il faut avoir les moyens de ses ambitions, il faut avoir une capacité d'investissement. Ça nécessite aussi la question de l'ingénierie financière. Alors je le cite là parce qu'on sort un petit peu des équipements là, qu'on voit tout autour de nous, mais il faut avoir une culture aussi de l'ingénierie financière parce qu'il faut avoir des bons partenaires financiers, il faut avoir des boîtes correctement capitalisées, il faut être très très attentif à sa capacité d'investissement. On est dans des moments pas faciles, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Même s'il y a une croissance soutenue du marché, poussée par les grands événements comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, par les changements de comportement avec l'hôtellerie, si on parle de l'hôtellerie, il y a des croissances qui sont significatives de ce marché, mais néanmoins, il faut acheter du linge, il faut avoir des équipements de plus en plus performants. Il y a eu l'explosion des coûts de production avec l'énergie, qui rebat complètement les cartes, donc qui a déboussolé tout le monde après une crise grave quand même, celle du Covid. C'est quand même pas de l'histoire ancienne, c'est 2-3 ans maintenant. Et on est à un moment qui, pour moi, est assez charnière parce que on est face à plein de difficultés au quotidien. Alors il y a des bons côtés aussi, on ne va pas tous se jeter dans la Seine, mais il y a des difficultés au quotidien, mais qu'il faut savoir embrasser, les comprendre pour pouvoir les surmonter. Parce que comme je le vois ici, comme je vous l'indique ici, c'est terminé la zone de confort. Le business qui roulait bien, que ce soit même dans du pressing, on sort du cadre de la blanchisserie, mais même dans le pressing et tout, on voit les difficultés qui s'accumulent au quotidien. Les cartes sont rebattues, voyons-le comme étant un potentiel extraordinaire d'opportunités, mais c'est terminé dans tous les domaines d'avoir un modèle économique, un modèle industriel qui fonctionne, qu'on applique et puis qui va rester comme ça un certain temps et qu'on va maîtriser de mieux en mieux. Les cartes sont rebattues en permanence, on a des choses qui nous télescopent de plus en plus. Il y a la question des compétences. On parle d'informatique, si on revient à l'informatique nécessite des compétences intégrées pour comprendre ce dont on fait, nécessite des partenaires solides. Il y a des questions d'infrastructure de serveurs, par exemple. Vos fabricants de machines, qu'est-ce qu'ils demandent de plus en plus? Où est-ce que je mets mon serveur pour piloter mes machines? Mais qui dit serveur dit connectivité avec l'extérieur, dit sécurité. Alors il faut gérer la bureautique en interne, il faut gérer le système de gestion, il faut gérer le ERP, il faut gérer les machines. Les différents constructeurs, bien entendu, chacun a sa solution. Ça veut dire que de plus en plus, il faut aller chercher des solutions SaaS externalisées parce qu'il y a un vrai enjeu aussi sur la sécurité. Et tout ça, il faut savoir de quoi on parle. Et le problème dans ce domaine, c'est que ça change vite, très très vite, et c'est de plus en plus complexe.
On est maintenant sur des virtualisations de serveurs. On a des enjeux considérables sur la sécurité informatique. Ça veut dire que ça devient extrêmement difficile de maintenir des infrastructures intégrées parce qu'il faut des gens compétents, il faut un vrai effort pour pouvoir en permanence se mettre à l'abri des attaques, parce que ça c'est une réalité. On a un atelier prévu justement sur la très bien. cybersécurité, absolument, Ça, demain, demain à 14 h. Il faut absolument l'intégrer parce que nous, toutes les semaines, on a des clients qui sont menacés. Et la réponse, c'est quoi? C'est d'externaliser sur des infrastructures type Microsoft Azure, type Amazon Web Services. Pourquoi? Parce qu'il y a des capacités de traitement phénoménales, mais surtout, c'est qu'il y a des niveaux de sécurité qui sont les plus élevés. Et ça, il ne faut surtout pas faire l'impasse là-dessus. On arrive au bout. Eh bien, très bien. On arrive au bout de cet atelier et je vous donne la parole si vous avez des questions. N'hésitez pas et ne soyez pas timide, manifestez-vous. Tu as été d'une clarté J'espère. Formidable. Bon, c'est des sujets, malheureusement, on est un peu obligé de survoler, hein, mais j'espère qu'on peut 30 échanger minutes, après. ça si passe vous, très si très vous vite. Donc souhaitez. n'hésitez surtout pas à éventuellement solliciter Rémi, bien sûr, dans les allées. Je suis là encore du cet salon. après-midi et demain matin, donc vous me verrez passer au travers des allées. Si jamais vous avez des questions, merci à vous d'être venu assister à cet atelier et je vous donne rendez-vous dans très peu de temps maintenant pour une nouvelle table ronde consacrée au marché africain. Merci Texcare France pour cette invitation. C'est un grand plaisir à parler avec vous. Merci. Merci.